pour l'invitation de l'échelle. Voilà, on va essayer de vous parler un petit peu de notre métier, de ce qu'on fait, et aussi les endroits où ça se rejoint avec vos métiers d'artistes. Mais il y a plein d'art thérapeutes ici, on en a vu plein. Voilà, donc petite présentation pour démarrer. Donc moi je suis Virginie, plasticienne, formée au départ plutôt pour devenir enseignante d'art plastique, mais finalement j'ai vite changé d'avis. Et j'ai rencontré l'art-thérapie en 2008. Et je me suis formée donc, dans une école où aujourd'hui nous sommes toutes deux formatrices. Et du coup, je travaille dans différents lieux, alors sur la région toulonnaise, avec des publics très variés. Ça part des tout petits en hôpital pour les diagnostics précoces des tout petits enfants qui n'ont pas encore de diagnostic mais qui ont des troubles divers et variés. Je travaille aussi en IME, je travaille avec des enfants et des adolescents qui ont de l'asthme et on fait de l'éducation thérapeutique. Et puis après, je vois aussi des plus grands, des adultes qui ont des maladies chroniques et puis des plus âgés, des seniors dans les CCAS, dans des cadres de prévention ou en EHPAD pour des personnes très dépendantes. Et voilà, et dans tous ces ateliers, je fais des art-thérapies plutôt art plastique. Voilà. Et puis, formatrice à l'IRFAT et superviseur aussi. Et Valérie, je te laisse te présenter. Donc Valérie, c'est facile. Eh bien, moi, je suis passée par la danse et aussi j'ai rencontré des artistes et je me suis formée auprès d'artistes en art plastique. Et après mes études en anthropologie, histoire de l'art, j'ai rencontré l'art-thérapie qui est apparue en recherchant des stages. Je me suis intéressée et j'ai bien vite compris que ça rejoignait plein d'endroits qui m'intéressaient fortement. Déjà par la pratique artistique, sur la question du processus de création, la dimension ethnologique aussi, et la relation d'aide. Donc comment on peut accompagner des personnes grâce à la pratique artistique. Et puis ça nourrissait également, moi, de mon côté, dans ma pratique. Aujourd'hui, je travaille en IME, donc avec des jeunes autistes, en danse contact. Je travaille aussi en EHPAD avec des personnes âgées, en médiation danse, également avec les arts plastiques, en clinique psychiatrique et dans d'autres espaces. J'ai aussi travaillé en prison, en centre de détention, adultes et jeunes majeurs, au Beaumet notamment, avec des projets artistiques pour la prison, mais qui étaient une commande déguisée d'art-thérapie. Voilà. Et formatrice à l'IRFAT. Donc la formation que nous avons faite est sur 3 années, notamment avec un mémoire de fin d'année. Et puis, nous sommes formés également à la supervision, parce qu'on s'est rendu compte, en rencontrant de plus en plus d'art-thérapeutes, puis en accompagnant de plus en plus d'étudiants en art-thérapie, qu'il y avait aussi cette dimension-là qui est essentielle dans nos métiers, qui est la supervision, quand on accompagne des publics en situation de vulnérabilité ou des personnes qui ne vont pas très bien. C'est des rencontres humaines avant tout. Et comment ça vient agir, nous, en tant que professionnels. Donc, on s'est aussi intéressé à cette facette de ce métier, de cette forme d'accompagnement, de la supervision. Et nous sommes en lien avec différents collectifs d'art thérapeutes, parce que ça peut être un métier où on peut très vite être seul, se sentir seul. Et d'un élan, on s'est rencontrés sur un premier collectif qui s'appelait les Arts Thérapeutes sur Marseille. Et puis ensuite, on a pu rencontrer d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes reliés notamment avec le collectif Art Thérapie. Je te laisse... Oui, alors le collectif Art Thérapie, c'est un collectif qui s'est fondé dans le Var avec 7 art thérapeutes, mais il n'y a pas que des Varois, puisque Valérie n'est pas du Var.
où on est issu de formations diverses. On a des pratiques artistiques diverses, parce qu'il y a une musicienne, il y a une céramiste, il y a une personne plutôt qui est dans l'écriture, les arts plastiques, la danse, donc voilà. Et on a eu envie de créer ce collectif parce qu'en fait, l'art-thérapie, on en entend parler un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui. Et on avait envie de réfléchir ensemble à comment défendre ce métier, qui est un métier qui n'existe pas en fait. Donc on en parle de plus en plus, mais on n'a toujours pas de statut réel en tant qu'art thérapeute. Donc il y a des formations diverses et variées qui vont de 40 heures sur Internet à 3 ans, comme celle qu'on a fait. Voilà. Donc voilà, et donc c'était aussi pour défendre ce métier qui est en plein essor, mais qui manque encore de reconnaissance. Donc dans cette présentation, on va vous parler de la relation entre l'art et le prendre soin dans notre société, et notamment avec les appels à projets dont parlait Germain et les demandes institutionnelles, et de comment ça vient façonner nos métiers, aussi bien en tant qu'artiste ou qu'art thérapeute. On vous fera une présentation en fait, des divers ateliers qui existent autour de l'art, en tout cas ceux qu'on a pu nous catégoriser, voilà, pour bien élaborer un petit peu autour des différences et des complémentarités de ces ateliers. Et on poursuivra vraiment en comparant les ateliers d'artistique participatif et les ateliers d'art-thérapie, qui sont deux abords assez différents des publics. Et puis on vous fera un petit zoom sur le processus de création, qui est vraiment le cœur de notre métier, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et si on a le temps, on parlera des spécificités plus précisément d'un atelier art thérapeutique. Et puis on terminera, enfin en tout cas on prendra un petit temps pour échanger si vous avez des questions ou des choses à poser par rapport à ce qu'on vous aura raconté. Et pour terminer, on vous montrera un film qui s'appelle Extra Karaoké et qui a été fait avec une artiste que vous connaissez bien, je pense. Mais on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc dans la dimension et surtout dans la relation entre l'art et le prendre soin dans notre société, en créant, en pensant, en réfléchissant pour cette conférence, on s'est dit que certainement les personnes qui allaient venir écouter, assister à cette conférence, c'est qu'il y avait cette question-là de partager l'art avec l'autre, les autres, quand on est artiste, en dehors de son atelier, par exemple. Et puis aussi, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous appelle dans ce partage, qu'est-ce qui nous intéresse. Et puis on s'est dit aussi que peut-être que vous avez déjà fait cette expérience de partager votre art avec différents publics, ou avec des publics dits différents, et que peut-être vous accompagnez aussi ces publics à la rencontre de l'art, et aussi peut-être de leur propre processus de création. Et donc, comme l'a dit Virginie, ce qu'on va tenter de faire, ça va être d'éclairer, de clarifier, de regarder avec vous les différents cadres d'intervention, d'accompagnement des publics, on va dire des publics en général, mais après plus spécifiquement peut-être les publics que l'on rencontre en institution de soins, là où il y a donc ces commandes publiques reliées à certains appels à projets notamment. Et donc regarder ensemble ces différents cadres d'intervention que l'on a grâce au tiers qui est l'art en fait, qui est la pratique artistique. Donc comme l'a dit Virginie, notre constat aujourd'hui c'est que nous sommes donc art thérapeutes de formation artistique et nous naviguons dans différentes sphères, dans différents environnements professionnels où il y a de l'art, du soin, du social, du politique, de la souffrance aussi comme de la joie. Et puis des fois tout se mêle et parfois les institutions elles-mêmes s'en mêlent un peu dans les différents cadres. Entre la commande, le souhait, ce qui s'y passe réellement, et puis comment ajuster et comment déjà être au clair soi-même avec son propre cadre, donc ça veut dire ses propres limites, sa formation peut-être,
Et puis être vraiment au clair quelle est la demande et quelle est l'intention aussi de départ. Ceci afin d'éviter peut-être d'embarquer le public à des endroits où ça sera peut-être pas juste, à un endroit, peut-être de s'embarquer soi aussi dans des endroits qui ne seront pas vraiment justes. Pour que l'idée, c'est de faire de l'art ensemble, de prendre du plaisir à un endroit et de garder cette qualité-là. Donc comment prendre soin de ça? Ça, c'est la grande question. Là où dans notre société, globalement, l'art, la pratique artistique est très distincte par rapport à d'autres sociétés, on va dire. D'autres sociétés où l'art, la pratique artistique occupe le quotidien, anime le collectif, anime différentes sphères, que ce soit la sphère personnelle, familiale, même dans la sphère du soin, l'art accompagne l'humain. Dans notre société, on peut le voir, notre société, elle distingue, elle sépare les espaces, elle sépare les savoirs. Il y a ceux qui savent créer, il y a ceux qui ne savent pas créer. Bon, nous, on part du postulat qu'on a tous un potentiel créateur, hein, déjà. Et donc, et néanmoins, notre société, elle propose des endroits, des lieux, des interstices, des espaces de rencontre, comme des ateliers d'art-thérapie en psychiatrie, des moments où on peut aller peut-être rencontrer un artiste dans son atelier, ou des appels à projets qui invitent les artistes à venir dans les institutions. Donc néanmoins, il y a des propositions, il y a des possibles. Donc ça, j'ai dit, je me suis fait mes petites notes. Voilà, donc globalement, oui, et le constat aussi, c'est qu'en France, l'art-thérapie est très mal connue. Donc, notre cadre même professionnel, nous avons à chaque fois à bien définir ce qu'est l'art-thérapie auprès des institutions, auprès des personnes qui nous demandent de faire de l'art-thérapie. Et là où nous pouvons constater également que peut-être que le cadre, ça ne sera pas de l'art-thérapie, ce sera peut-être plutôt de la médiation artistique. Est-ce que le public est consentant pour être en thérapie ou pas, hein? Est-ce qu'il est là plutôt pour créer ou pour être avec un artiste et le suivre dans sa création, dans son mouvement créatif, créateur? Donc c'est là où on essaye du mieux possible de créer une forme de pédagogie. Il faut souvent répéter, redire qu'est-ce que l'art-thérapie. Là où, bien souvent, quand on met une personne qui propose, on va dire, du coloriage à un public dit patient, on dit que c'est de l'art-thérapie, très facilement. Or, non, pas forcément. C'est un peu caricature, mais en fait, on a pu le voir sur le terrain, des demandes aussi comme ça. Ou alors, on nous demande de venir faire un atelier artistique qui n'a rien de thérapeutique et où il faut qu'on arrive à trouver notre place là-dedans et on n'est pas considéré dans l'institution comme un soignant à part entière, mais vraiment comme un intervenant qui passe et puis qui fait des choses très sympas avec les patients et puis qui s'en va. Et on essaie vraiment de défendre aussi cette posture-là, d'être dans le projet de prise en soin des personnes qu'on accompagne. Et après, dans notre manière de voir les choses, il n'y a pas les ateliers de médiation artistique, c'est bien ou c'est pas bien, les ateliers de pratique artistique, c'est bien ou c'est pas bien, les ateliers d'art-thérapie, c'est bien ou c'est... En fait, chacun de ces ateliers a sa place et a ses spécificités, et ils sont tous hyper importants. Donc nous, en gros, on en a repéré 4. Donc il y aurait le premier qui est le plus simple, ça va être le cours. On a tous, a priori, suivi des cours d'art plastique ou fait des ateliers d'art plastique où on est allé apprendre, de danse, de théâtre, pardon, où on est allé apprendre notre art. Et donc ça, c'est un atelier, a priori, qui peut être mené par un professeur d'art ou un artiste qui va apprendre des choses à des élèves, apprendre des techniques, des procédés, ou les apprendre à développer leur propre démarche artistique. Donc les objectifs de ces ateliers-là, ils sont clairs, c'est des objectifs pédagogiques.
les ateliers, une fois qu'on est formé, qu'on est devenu artiste, souvent on nous demande de mettre en œuvre des ateliers de pratique artistique participatif. Donc là, l'idée, c'est de pratiquer un art ensemble pour produire une création, une œuvre. Et c'est une œuvre commune qui va être créée par tous pour nourrir souvent le processus de création de l'artiste et faire grandir un processus de création global, général, qui va créer une œuvre que tout le monde va s'approprier. Donc là, généralement, les objectifs qui sont mis en avant dans ce type d'atelier, c'est des objectifs artistiques, et ils sont mis en place par des artistes. Alors il se trouve que ces ateliers-là, ils peuvent avoir des effets thérapeutiques, mais ils ne sont pas forcément conscientisés par les personnes qui vivent l'atelier, ou même les personnes qui mènent l'atelier. Mais bien sûr, les personnes qui mènent l'atelier, en général, elles se rendent bien compte que dans leurs ateliers, il se passe des choses qui sont particulières, qui éveillent leur curiosité, où ils se disent « Ouais, mais en fait, ce que j'ai fait là, ça avait l'air hyper important pour les personnes que j'ai accompagnées. » Et c'est un peu comme ça que sont nées les art-thérapies, en fait. Alors au départ, c'est né des patients, notamment un art-thérapeute, qui est soi-disant le premier art-thérapeute, c'est Adrian Hill, qui était un peintre et qui a eu la tuberculose. Et en fait, il est allé en sanatorium et pendant sa convalescence, il a commencé à peindre. Et en fait, les médecins se sont aperçus que ça lui faisait vachement du bien et ils se sont dit « Ah, il y a peut-être quelque chose ». Et c'est aussi les patients qui se sont mis à créer dans les institutions, donc on en a beaucoup entendu parler après-guerre avec l'art brut, où il y a notamment du Buffet, mais d'autres artistes qui sont allés repérer dans des lieux de soins, des lieux d'enfermement, des personnes qui n'avaient jamais appris l'art de nulle part et qui pourtant créaient dans les institutions. Et les médecins, les psys et tout ça se rendaient bien compte que ça soutenait quelque chose chez les patients, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc du coup, en fait, au bout d'un moment, on a invité des artistes à venir travailler dans les institutions, à venir intégrer les institutions pour faire des ateliers de pratique artistique dans ces institutions. Et de là, il y en a certains qui ont commencé à se dire mais en fait, à développer toute une réflexion autour de ce qu'ils faisaient dans ces ateliers et à penser en fait leur travail. Et c'est comme ça qu'est née l'art-thérapie. Alors l'art-thérapie, ce qu'elle a de différent, c'est que c'est des ateliers qui ont une visée thérapeutique et normalement la personne qui accompagne ces ateliers-là, elle a tout à fait conscience de cette visée thérapeutique. Et les patients qui sont invités à aller en art-thérapie ont eux aussi conscience qu'ils y vont pour se faire du bien, pour soigner quelque chose. Et donc là, on est vraiment dans des ateliers où on va accompagner le processus de création des participants, mais vraiment dans ce but thérapeutique. Et on va faire thérapie dans ces ateliers où on va pouvoir exprimer un mal-être, une difficulté. On va pouvoir venir aussi stabiliser son état. Et l'idée, c'est vraiment pas seulement d'être dans l'expression de sa difficulté, mais c'est aussi d'être dans une idée de transformation de cette difficulté. Et l'art-thérapeute, il est a priori là pour accompagner le changement chez les personnes qui fréquentent son atelier. Donc là, pour le coup, c'est des objectifs vraiment thérapeutiques. Et puis, en fait, j'ai laissé un blanc au milieu parce qu'il se trouve qu'il y a maintenant, et puis depuis plusieurs années aujourd'hui, ce qu'on appelle les ateliers de médiation artistique. Parce que, en fait, on s'est rendu compte dans les institutions qu'effectivement, il y avait d'un côté les ateliers de pratique artistique, de l'autre côté les ateliers d'art-thérapie. Et puis, en fait, il y a toute une place qui s'est créée, soit parce que, par exemple, il y avait des psychologues qui se sont mis à développer des ateliers artistiques pour travailler autour de problèmes psychologiques avec leurs patients. Il y a des psychanalystes qui s'y sont mis. Il y a des éducateurs aussi qui ont commencé à travailler ça, à dire on va faire des ateliers d'art plastique pour que les gens aillent mieux, parce qu'on se rendait. Et en fait, il y a tout un panel d'ateliers qui se sont créés entre ces deux extrêmes, on va dire.
Et c'est des ateliers qui ont clairement un effet thérapeutique, mais généralement, cet effet thérapeutique, il n'est pas forcément conscientisé par les personnes accompagnées. Les personnes qui accompagnent se disent « Ah, on va leur faire ça, ça va leur faire du bien », mais les gens qui viennent à ces ateliers-là, eux, ils ne viennent pas forcément pour se faire du bien. Ils viennent là parce qu'ils se disent qu'ils ont envie de faire, je sais pas, de créer, de peindre, de faire tout un tas de choses. Mais l'objectif des soignants, c'est quand même d'apporter un mieux-être ou du bien-être au travers de ces ateliers en créant. Et nous, on voudrait revenir un petit peu sur ce qui fait vraiment le cœur de notre métier, alors qu'on soit art-thérapeute, qu'on soit artiste, qu'on soit les deux, qu'on soit même accompagnant, en tout cas quand on travaille avec l'art. Il y a deux choses qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment le cœur de notre métier, dont le processus de création. Et je vais te laisser l'aborder, si tu veux bien, en présenter quelques... Comme tu veux. Ok. Donc le processus de création, il est plutôt du côté de la dimension productive de l'art. Et donc, nous, c'est vraiment ce sur quoi... Alors, que ce soit les artistes ou que ce soit les art-thérapeutes, on travaille tous avec ce processus de création. Et sauf que l'art-thérapeute, ça va être son outil. Et on va en parler plus précisément, son outil d'intervention, alors que pour l'artiste, le processus de création, c'est ce qu'il vit, et il ne se pose pas forcément de questions sur ce processus de création en tant que tel, même s'il y a plein d'artistes qui s'en posent. Mais on peut très bien vivre son processus de création sans jamais s'interroger sur sa nature ou sa teneur, et on crée, et c'est super. Et puis, il y a une autre part avec laquelle artistes et art-thérapeutes travaillent sans s'en rendre compte souvent, c'est l'empathie esthétique. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est de la dimension contemplative de l'art. Donc l'empathie esthétique, vous en avez sûrement entendu déjà parler, c'est quand on se met à entrer en résonance émotionnelle avec un objet, et notamment une œuvre d'art. Et c'est une résonance émotionnelle aussi forte que celle qu'on pourrait avoir face à un autre être humain, en fait, et où on se met à ressentir les émotions de la création très profondément. Et c'est pas seulement une stimulation, c'est pas seulement une expérience esthétique, c'est vraiment une stimulation sensorielle et physiologique qui a été étudiée en neurosciences et qui nous amène à transformer des connexions neuronales et faire en sorte que c'est comme si, en fait, on s'est rendu compte que les patients, en étant exposés à des œuvres d'art, c'est comme s'ils étaient exposés à des relations avec des personnes, en fait. Ça vient stimuler exactement les mêmes zones du cerveau, et donc du coup, ça leur permet de développer leur sensibilité artistique, mais de manière très profonde et très sensible. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects avec lesquels les art-thérapeutes travaillent, mais les artistes aussi travaillent tout le temps. Et du coup, on va vous proposer, alors je vais vous proposer par un petit schéma hyper simple, de faire vraiment la différence entre atelier de pratique artistique participative et atelier d'art-thérapie. Donc, là, c'est notre petit artiste. Il est avec le cœur de son métier au-dessus de sa tête, où il y a donc son processus de création qui est hyper important, et puis tout ce qu'il est capable de générer en termes d'empathie esthétique au travers de sa création. Il est amené à présenter tout ça à des gens, parce qu'on lui dit « Ah ben voilà, là, il y a des sous à gagner, donc si tu fais un atelier là-bas, ça peut être super. » Puis souvent, l'artiste, il est content parce qu'il aime bien rencontrer des gens nouveaux et tout. Donc, il va avec son projet, son processus de création, il le présente, il dit « Bah voilà, moi je fais ça, c'est super, vous allez voir, je fais ci, je fais ça. » Alors, il y en a qui sont dubitatifs, il y en a qui sont direct emballés. Et puis, il emmène tout le monde avec lui, et ils sont tous à fond pour nourrir ce processus de création, et ils se mettent tous à créer dans la même énergie que l'artiste qui est là. Et du coup, à la fin, ils créent ensemble une œuvre trop chouette
Et ils sont tous hyper contents, et ça peut donc avoir des effets tout à fait thérapeutiques. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de s'éclater tous ensemble et de créer une œuvre d'art trop chouette. L'art thérapeute, c'est pareil. En fait, c'est un artiste. Il est lui aussi, avec son processus de création et sa capacité à générer de l'empathie esthétique au travers de sa création. Et il y a un chien qui veut sortir. Et du coup, il part en formation. Et puis, au cours de sa formation, il va aller éprouver un peu ce processus de création de manière un petit peu différente. Il va aller le mettre à l'épreuve de cette formation, et il va aller essayer de découvrir ce que dans son processus à lui, il y a comme effet thérapeutique. Et ça, c'est la partie en plus de la formation dont on s'occupe, nous, à l'IRFAD, c'est-à-dire qu'on fait vivre aux étudiants des ateliers didactiques, donc où en fait on leur propose de venir travailler leur propre processus de création et d'essayer de comprendre ce qui fait thérapie pour eux à l'intérieur de ce processus. Donc du coup, déjà il observe son propre processus, puis en formation en plus il se met à observer le processus de création des autres personnes, et il se rend compte qu'en fait des processus de création il y en a plein, et ils sont tous différents, et qu'il y a plein de manières de les aborder. Donc, avant d'aller rencontrer les publics, il prend tout ce qu'il a appris en formation et il met son petit processus de création dans sa besace, parce que c'est pas celui-là qui va lui servir directement pour entrer en contact avec le public. Puis il garde en tête tout ce qu'il a appris là, et qui était thérapeutique dans le processus de création. En fait, son processus de création, il va s'en servir pour créer des dispositifs plus orienté vers la personne qui va accompagner. Tout à fait. Et donc, pareil, il part rencontrer des gens. Alors lui, en général, l'art thérapeute, il va rencontrer des gens qui ne sont pas très en forme, qui ont des difficultés, en tout cas qui ne vont pas bien et qui se disent que peut-être l'art thérapie, ça va leur permettre d'aller mieux. Donc il a son petit processus de création dans la poche, ses objectifs thérapeutiques en tête. Et il va se servir de ce processus de création, effectivement, comme tu le disais, pour créer des dispositifs et donner des outils aux personnes qu'il va rencontrer. Mais les outils qu'il va leur offrir, les dispositifs qu'il va leur proposer, il va toujours les penser en se disant tiens, un tel, ça pourrait peut-être être intéressant de lui proposer ça ou de lui proposer ça. C'est toujours des hypothèses, parce qu'en vrai, il n'y a pas de recette et on ne peut pas savoir, mais en tout cas, il y a une capacité à se poser des questions et à poser des hypothèses pour savoir ce qui pourrait nourrir le processus de création de chacun. Et à la fin, l'idée, c'est que chacun va pouvoir développer son propre processus de création à lui. Ça ne va pas nourrir un projet collectif, ça va vraiment nourrir un processus de création personnel qui peut être tout à fait humble, comme il peut être génial, mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est que chacun ait pu développer son propre processus et que c'est pu faire thérapie pour lui. Et du coup, je te laisse la parole. On est déjà là. Ce qu'on va voir juste après, ce qui est important de comprendre quand on travaille en art-thérapie, c'est qu'on intuite au départ que le processus de création va être le support à un processus de transformation. Et ce que l'on apprend aussi, et en l'éprouvant surtout, parce que c'est une formation où on va vraiment éprouver à partir de soi comment le processus de création et le processus de transformation vont tricoter vraiment ensemble. Donc, ce processus de création, là, on vous a mis des petits nuages. Alors, c'est pas complet, évidemment, mais un petit peu qui parle du processus de création. Donc, évidemment, les artistes, avant tout. Il y a plein d'artistes qui ont pensé, écrit. Donc là, on a mis surtout du champ des arts plastiques. C'est moi qui fais le jeu. Mais il y a des musiciens qui ont beaucoup écrit, il y a des danseurs, des danseuses, des chorégraphes qui ont beaucoup écrit aussi sur leur processus de création.
Bref, des sculpteurs. Ensuite, ce qu'on disait par rapport au départ de l'art-thérapie en Europe, mais aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est que c'est un peu dans le même moment où il y a eu la psychanalyse là, qui a commencé à essayer d'étudier l'inconscient, le subconscient, le conscient des êtres humains, et d'émettre des théories et d'écrire avec des penseurs. Pour les plus connus, on vous les a mis ici. Donc ça, ce sont des théories que l'on peut utiliser ou avec lesquelles on peut se nourrir quand on est en formation d'art-thérapie, notamment. Bon, on a mis aussi ceux qui nous correspondaient, mais on n'a pas tout mis. Sachant qu'en France, l'art-thérapie est quand même assez, je vais dire, peut-être un mot pas sympa, imbibé de psychanalyse. Bon, mais nous, notre manière de travailler n'est pas seulement reliée à la psychanalyse, loin de là. Même s'il y a beaucoup de choses importantes. En fait, dans le penser du processus de création. Voilà. Freud a vraiment écrit et essayé vraiment de définir des choses par rapport à un artiste sur les différentes étapes, mais qui vont être reprises après, plus tard, par d'autres psychanalystes, mais pas que. Ensuite, il y a la psychologie, le champ de la psychologie qui essaye qui a aussi posé son regard et des définitions sur le processus de création. Vous le voyez en même temps à les neurosciences. En art-thérapie, il y a de plus en plus de personnes qui font des recherches. C'est pas simple, parce que quand c'est pas très reconnu à un endroit, il n'y a pas d'université. L'université d'art-thérapie, même s'il y a des DU en France qui s'insèrent, par exemple, dans des universités. Mais le processus de la recherche, c'est un processus aussi très particulier et spécifique. Donc on commence à avoir de plus en plus d'écrits, il y a des livres et des art-thérapeutes qui font des recherches et qui essayent de traduire ce qui se passe en art-thérapie. On a mis la philosophie et la phénoménologie, parce qu'on s'y réfère, en fait, Virginie et moi. Et la gestalt-thérapie également, parce que c'est... si la source peut être à un endroit relié à la psychanalyse, mais c'est vraiment un courant de psychothérapie humaniste qui apporte beaucoup sur la question du processus, déjà. Le processus de thérapie, le processus de la psychothérapie, et donc relié aussi au processus de création. Et là, j'ai pu mettre Anna Laprine, notamment, qui a proposé beaucoup d'espaces de co-création, des laboratoires collectifs avec plein de publics différents, et qui a pu aussi en écrire des choses qui sont très très riches. Donc le processus de création, il intrigue, il nous pose aussi beaucoup de questions. Et puis on peut se dire aussi simplement que la création est un grand mystère, donc jamais on ne pourra vraiment la définir. Et puis quelque part, on peut aussi mettre ça de côté. Voilà, c'est intéressant, c'est important. Et puis après, on peut se dire aussi, c'est pas l'essentiel non plus d'être là tout le temps, surtout quand on est artiste. Et puis la suite, si tu veux bien. Et là, c'était la proposition d'explorer avec vous donc deux notions théoriques autour, deux exemples, autour de comment on peut penser le processus de création, donc avec Didier Anzieux, qui est psychanalyste, et puis les ETC, donc en fait c'est la version anglaise, donc c'est en fait le Continuum de thérapie expressive, qui est un collectif de psychologues, artistes, art-thérapeutes qui ont créé collectif pour réfléchir ensemble à comment on pourrait définir le processus de création. Donc si on prend simplement la réflexion de Didier Anzieux, donc il en a écrit des pages et des pages, là c'est un petit résumé, un petit schéma simplifié, mais ça nous montre bien qu'il y a différentes étapes dans ce processus. Et que quand on accompagne les publics, parfois déjà la première étape, il ne se passe rien. Je ne suis pas inspirée, je ne sais pas quoi faire. Oh, non, je vais y arriver. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas pour moi. Voilà.
Et puis par un accompagnement, en étant sollicité, peut-être en s'appuyant aussi sur un groupe, sur les autres, ou sur un artiste par exemple, qui peut dire « si, regarde, on peut faire ça », etc. Mais il peut y avoir un moment donné où « ah oui, ok, il y a une part de la personne qui va s'engager ». Mais à chaque endroit du processus, il peut y avoir des moments où ça va faire « ça va peut-être s'arrêter ». Parce que l'élan vital, il va peut-être aussi s'arrêter. Et donc c'est comment on va aussi accompagner, pas pour absolument rebooster l'élan vital, non, simplement accompagner la personne dans son processus. Et si ça fait souvent ça, ben on l'accompagne, mais la personne n'est plus toute seule. Et petit à petit, ben la personne va apprivoiser, en art-thérapie, va apprivoiser l'atelier, va apprivoiser les consignes, va apprivoiser l'accompagnement, va apprivoiser le groupe si c'est en groupe. Et puis petit à petit, elle va aussi se relier à ses sensations, qui vont lui permettre aussi de nourrir ensuite son choix. Elle va aussi explorer différentes médiations artistiques, possiblement, et puis après mettre en œuvre, créer, et puis alors peut-être montrer l'œuvre. Alors ce n'est pas une intention première en art-thérapie d'exposer, de montrer les œuvres, mais ça c'est le processus de création artistique. L'artiste, il crée en général, c'est pour montrer sa création. Tu veux parler du continuum ? Donc ça c'est une manière de lire le processus des créations, et donc ça c'est les Nord-américains, le continuum des thérapies expressives. Donc c'est parti d'art thérapeutes qui avaient des orientations théoriques différentes. Il y avait aussi bien des gens qui étaient plutôt orientés psychanalyse, des gens qui étaient plutôt orientés phénoménologie, des gens plutôt gestalt thérapie. Et ils ont nourri tous cette théorie et ce travail autour du processus. Donc en gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a différentes manières d'entrer en création. Il y a des gens qui vont y rentrer de manière plutôt sensorielle et kinesthésique, c'est-à-dire vraiment par le corps, et qui sont appelés par les couleurs, par les sons, enfin toutes les stimulations sensorielles et tout ce qui est du geste et du mouvement. Ça, c'est une manière de rentrer dans le processus. Normalement, quand on est... alors, ça correspond aussi aux étapes de développement de la personne et notamment du cerveau. Et c'est vraiment les expériences qu'on fait aussi quand on est tout petit, en fait, qui correspondent à cette étape, qui correspondent à cette phase du processus. Où quand on est tout petit, on est vraiment dans le sensoriel et dans tout ce qui est mouvement kinesthésique et travailler avec le corps. Et puis, en grandissant, notre cerveau va commencer à se développer et il va développer tout ce qui est du côté de l'émotionnel et des perceptions de son environnement. Et c'est une manière aussi d'entrer dans le processus de création. Il y a des artistes qui sont vraiment... qui entrent dans le processus de création par l'émotion, parce qu'ils perçoivent des relations qu'ils ont avec les autres et qui sont vraiment axés sur cette partie-là du processus. Et puis, il y a des artistes qui sont plutôt, qui entrent dans le processus de manière plutôt cognitive et symbolique, qui correspond encore à une autre étape de développement du cerveau, notamment l'étape du développement cognitif qui correspond à peu près à l'adolescence, où on commence à faire à symboliser son environnement et à faire des liens entre ce qu'on vit et ce qui est dans le monde. Et il y a des artistes donc, voilà, qui vont être vraiment sur ce type d'entrée dans le processus de création. Et en fait, ce qui est expliqué dans cette théorie-là, c'est qu'on peut, et ça c'est notamment les psychologues Bernesch et Plante qui l'expliquent, c'est qu'on peut y entrer à n'importe quel endroit, et c'est pas très grave, en fait, c'est super, tout est valable. Sauf que peut-être que si on est que dans le sensoriel et on reste coincé dans le sensoriel, on va peut-être se couper du reste. Donc, l'idée, c'est d'inviter la personne à aller visiter un petit peu ce processus dans différents endroits.
Si elle est très dans le sensoriel, peut-être l'amener à aller un peu dans l'émotionnel, peut-être à l'amener un peu dans le symbolique, et en fait pouvoir naviguer à l'intérieur du processus de création et l'inviter à différents endroits, parce que pour que le processus soit réellement créatif, c'est quand ça roule bien dans tous les endroits, en fait, quand la personne elle est capable d'aller d'un endroit à l'autre et que ça se fait de manière assez fluide. Donc pour nous, en tant qu'art-thérapeute, ça peut être vraiment une grille de lecture intéressante quand on n'a que des personnes qui sont que dans l'émotionnel. Bah, du coup, quand on est vraiment beaucoup dans l'émotionnel, qu'on est complètement pris par ses émotions, on peut se couper de ce qu'on perçoit des autres, en fait, de ce qu'on perçoit du monde, parce qu'on est tellement pris dans nos propres émotions qu'on a du mal à voir qu'il y a du monde autour et qu'on n'est pas tout seul. Et donc, de les amener à travailler sur le perceptif par le biais d'outils artistiques, ça va les aider à améliorer leur plasticité cérébrale et pouvoir naviguer d'une zone à l'autre pour trouver en fait des curseurs qui soient plus adaptés, et ce à tous les niveaux. Et ça se fait vraiment par les outils artistiques qu'on va pouvoir proposer aux personnes. Et ça, c'est assez intéressant, parce que du coup, on sait qu'en proposant tel média, ça va privilégier plutôt telle entrée, ou tel autre média, ça peut privilégier telle autre entrée. Alors après, c'est toujours pareil, je le dis, ce sont des hypothèses et on fait des expériences avec les personnes et on s'adapte vraiment aux envies de chacun et aux capacités de chacun. Mais l'idée, voilà, c'est de les inviter à naviguer dans tous ces aspects du processus de création. Ce qui est important là de comprendre, c'est que nous, on n'a aucun objectif au départ. On a des intentions d'accompagner les personnes, mais on n'a pas un objectif d'amener à un endroit les personnes. On suit leur processus. Voilà. Et l'exemple, par exemple, cet après-midi, j'étais donc en clinique psychiatrique avec un participant d'atelier, donc c'est un atelier d'art-thérapie, et qui commençait une marionnette, ou qui continuait une marionnette, et qui me disait « je ne sais pas comment la continuer ». Donc il y avait la tête en plâtre, accrochée sur une baguette, vous savez, une baguette chinoise avec laquelle on mange, voilà, simplement. Et puis je lui ai proposé de mettre une structure en carton pour faire le buste. Et puis il est revenu plusieurs fois comme ça, il dit oui, mais je ne sais pas comment continuer, je sais pas quand. Donc là, il était dans le côté cognitif, comment je continue. Et je lui ai proposé, écoutez vos mains, touchez des tissus, touchez des matières, elles sauront vous dire, et vous allez sentir ce qui va être juste et bon pour rajouter sur cette marionnette. Dans la confiance, dans l'alliance thérapeutique qui s'est créée entre nous, il a accepté l'invitation, puis il a commencé à toucher les tissus, et puis d'un coup il a dit « Ah, je veux du bleu marine ». Ok, donc on est allé chercher des tissus bleu marine, il a touché, il a pu le coudre, enfin, il y a eu tout ce processus. Mais à un endroit où il y avait de l'anxiété très forte, et d'aller rencontrer son environnement et sa création d'une autre manière, ça l'a permis de rester dans un mouvement. Et donc de pouvoir poursuivre sa création. Voilà, c'était un petit exemple sur le passage du cognitif, de l'émotionnel, et en repassant par le sensoriel, ça a ramené quelque chose. Et donc une satisfaction à la fin, la séance, d'avoir pu continuer un petit peu encore sa marionnette, de pas être resté bloqué, même si le mot n'avait pas été dit, hein, mais ça c'est important. Puis si ça bloque, ça bloque, et puis on peut remettre, c'est pas grave, en fait, il n'y a rien à forcer. C'est vraiment le processus, c'est la temporalité de chaque personne. Et même en atelier d'art-thérapie, les personnes sont là et elles ne sont pas obligées de faire. Elles peuvent être simplement présentes au groupe avec les autres personnes et prendre le temps d'être en contact. Et déjà, ça peut être beaucoup d'être avec d'autres personnes et passer du temps. Donc il n'y a pas d'obligation de créer, de faire quelque chose. Même si on invite, on peut solliciter, et tout en leur disant si c'est non, c'est non. Et puis c'est tout à fait juste. Et merci d'être là, parce que vous avez votre place ici. Et voilà, simplement. Les spécificités de l'art-thérapie, on prend un petit temps... voilà. Donc tout ça pour vous dire que
Donc le cœur de notre métier, c'est vraiment le processus d'écrétion et la capacité à générer de l'empathie esthétique, ce qui est en art plastique, c'est pas trop développé, il n'y a pas trop de recherche là-dessus, mais en musicothérapie, ils travaillent vraiment cette dimension-là. Donc c'est une approche non directive. Chaque personne a des besoins singuliers et l'idée, c'est vraiment de respecter la singularité de chacun. Et il n'y a pas de recherche esthétique, comme je vous disais, l'exemple de Jean-Michel, c'est une conséquence en fait, mais c'est pas ce qu'on recherchait, on ne recherchait pas du tout ça, mais elle est advenue. Oui, le cadre de non-jugement fait partie de nos ateliers. C'est vrai. Donc il n'y a pas de beau, il n'y a pas de moche. Ce qui est la source, on va dire, c'est le processus. Ensuite, bien évidemment, c'est important que la personne soit suffisamment satisfaite de ce qu'elle est en train de vivre avec le médium artistique à un endroit. Mais ça peut être aussi tout un moment du processus de trouver à m'illustrer, de trouver quelle matière, de trouver quel mouvement, de trouver quel endroit dans l'espace c'est mieux pour elle, par exemple. Et bien, il y a des moments de recherche, comme dans un processus de création, on sent, mais on ne sait pas, et puis on peut être déstabilisé, puis après on ne sait plus. En fait, c'est un réel parallèle. Mais là, on est avec des personnes souvent avec un élan vital très très bas. Quand on parle des personnes qui sont en institution et accompagnées. Donc, la relation, c'est essentiel. C'est vraiment important pour nous de développer tout ce relationnel et en douceur pour que la personne se sente suffisamment en sécurité pour laisser se déployer son propre processus. Parce que évidemment qu'au départ, on est avec des personnes qui sont très peu sûres d'elles et qui pensent qui n'ont pas conscience qu'elles peuvent activer ça chez elles. Donc c'est la relation qui va nous permettre d'accéder à suffisamment de confiance pour que ça puisse se déployer en atelier. On travaille aussi pas mal sur les émotions. Avec l'accompagnement des émotions, ou des non-émotions, quand ça ne peut pas se vivre, justement. Et comment le langage artistique va pouvoir permettre d'exprimer ce qu'on ne peut pas, des fois, s'autoriser à vivre pour différentes raisons. Mais en tous les cas, ça va être la possibilité de pouvoir exprimer des émotions dans le mouvement, dans les sons, dans ce qui va pouvoir se poser, se déposer. Et il n'y a pas non plus... très important, c'est qu'on ne va pas interpréter, encore une fois, ce que sont en train de vivre les personnes. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'analyse sur le résultat. Il y a une présence à ce processus d'expression. Et quand les émotions émergent, c'est pouvoir accompagner les émotions. Quand une personne va peut-être pleurer parce qu'elle est touchée, parce que ça lui fait sentir, parce que ça lui fait revivre, ou parce qu'elle va penser à quelqu'un peut-être qu'elle a perdu, qui est décédé. Et en fait, cette personne-là n'est plus seule. C'est ça, lui faire sentir aussi qu'elle n'est plus seule à vivre sa souffrance. On travaille beaucoup du coup sur tout ce qui est résonance sensorielle. On mobilise tous les sens au travers de la création artistique et on permet aux personnes de réapprivoiser leur sensorialité et à affiner leur conscience corporelle au travers du processus de création. Oui, et ça c'est hyper riche parce que par exemple, moi je travaille avec des jeunes autistes, y a de l'hyposensibilité, il y a de l'hypersensibilité. Alors c'est toujours une rencontre extraordinaire parce que certains vont ne pas supporter aucun bruit, donc peut-être porter des casques qui vont réduire les sons. D'autres vont apprécier le contact, mais pas à certaines parties du corps, certains contacts et pas d'autres. Ça peut être des odeurs aussi qui vont pouvoir peut-être repérer. Donc en fait, c'est toute une rencontre sensorielle qui est hyper riche et qui vient
comment dire, créer des endroits où, et moi je visite des espaces intérieurs, intimes que je n'ai pas encore explorés, par la rencontre, par le contact, par l'exploration ensemble, et d'essayer de créer peut-être des moments où on va... l'hypothèse, c'est que peut-être à un moment, ouais, il y a une rencontre, il y a de la relation qui peut se créer à travers le mouvement, par exemple, et la danse, et d'être attentif à ne pas créer d'environnement qui va plutôt être... qui va freiner, en fait, ou qui va être trop... qui va créer des violences, surtout au niveau sensoriel. Et c'est pour ça que donc, je suis passée au geste expressif authentique, puisque ça rejoint tout à fait ce que tu dis. L'idée, c'est d'aller chercher l'authenticité de la personne, et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui génère ce que nous, artistes, on appelle le beau, quoi. C'est quand la personne trouve ce geste expressif authentique intérieur et qu'elle vient le mettre en œuvre au travers de son processus, c'est souvent là qu'on est vraiment touché par ce qui naît de la création et qui va mobiliser le corps tout entier. Et puis on utilise en fait l'art et le processus de création comme une matière malléable qui va permettre de transformer l'être en fait au lieu d'essayer de passer par la conscience et se dire il faudrait que ce soit comme ci, il faudrait que ce soit comme ça, on redescend vraiment dans tout ce qui est émotionnel et puis dans tout ce qui est la sensorialité par le biais d'outils artistiques qu'on vient travailler, moduler, transformer. Et en fait, cette transformation, par le biais aussi de l'empathie esthétique, ça permet d'apporter une transformation intérieure à la personne et de faire que sa vie se transforme plus globalement. En fait, l'atelier d'art-thérapie, c'est comme un petit laboratoire où on vient essayer des choses sans se mettre en danger et des choses qu'on va pouvoir mettre en œuvre après dans sa vie plus généralement au travers de rencontres ou tout un tas de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'endroit où on va pouvoir aller manier tout ça, transformer tout ça. Surtout avec des publics qui peuvent avoir des troubles cognitifs, par exemple, ou des publics qui vont justement entrer en contact avec l'environnement essentiellement avec le sensoriel. Et donc il y a cette malléabilité qui est importante et le corps fait partie de ces médiums malléables, en fait. Et quand on parle de transformation, c'est pas de la guérison. La guérison, c'est un surcroît, on va dire, ou un surplus, je sais pas. Hein. C'est vraiment la transformation, c'est vraiment les petites choses qui vont faire bouger et essayer d'amener la personne peut-être... on l'amène pas, en fait. C'est offrir des conditions, un environnement favorable pour que chaque personne puisse prendre confiance et peut-être un peu conscience de toutes ses ressources et d'entrer petit à petit avec son environnement de manière différente et d'apprivoiser là où ça pouvait faire peur, là où ça pouvait être anxiogène, pour apaiser, qu'elle puisse s'apaiser, qu'elle puisse découvrir de nouveaux espaces à l'extérieur d'elle-même et aussi à l'intérieur d'elle-même, tout en se sentant en sécurité. Voilà, de faire l'expérience déjà de la sécurité, c'est énorme. Et puis l'art-thérapie aussi, c'est tout ce qui est métaphorisation. C'est un petit peu ce qu'on disait jusque-là. Il peut y avoir, en fait, on va aller faire, au travers de la création, mettre en œuvre des choses qui métaphoriquement vont nous aider à mettre en œuvre des choses dans notre vie. Il peut y avoir des prises de conscience qui se font normalement en douceur au travers de la chose. Par exemple, je peux vous citer l'exemple d'un patient qui était un monsieur qui était tout le temps pressé dans tout ce qu'il faisait. Il prenait jamais le temps de faire les choses. Et donc du coup, souvent ses projets, ils se terminaient mal parce que il avait décidé qu'il voulait un appartement. Alors il mettait tout en œuvre pour avoir un appartement,
Mais au final, quand est arrivé le moment où tout pouvait se mettre en place, tout se casser la gueule au dernier moment, parce qu'il n'avait pas prévu ceci, cela, enfin bon bref, tout était très compliqué et tout dans sa vie était un peu comme ça. Et il se trouve qu'en atelier, là il était en atelier argile avec moi, il fabriquait des choses. Et il fabriquait plein de trucs et il allait super vite et en fait c'était tout le temps empressé, un petit peu comme il fonctionnait dans sa vie. Et puis forcément, comme il allait très très vite et que l'argile c'est fragile et que selon comment ça sèche, selon comment ça cuit et tout ça, ça devient très cassant. Et à chaque fois, avant d'arriver à la fin d'une pièce, il la prenait dans les mains un peu trop brusquement et ça se cassait la figure. Ou il voulait mettre des engobes sur sa pièce et pouf, ça s'écroulait. Et un jour, ça s'écroule encore une énième fois. Et là, il regarde sa pièce et il me dit « Oh, mais Virginie, en fait, c'est exactement comme dans ma vie. Tout se casse la gueule. » Et c'était hyper émouvant parce qu'en fait, d'un coup, il avait une prise de conscience qui se faisait par le biais de sa création. Et donc je lui dis, bah ouais, mais pourquoi ça s'est cassé la gueule à votre avis ? Il dit, bah ouais, mais parce qu'en fait j'ai été beaucoup trop vite, et puis j'ai pas malaxé ma terre, et puis il y avait des bulles d'air, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, au travers de ce qu'il était en train de réaliser dans sa création en argile, il était en train de réaliser tout ce qui se passait lui dans sa vie, et le temps qu'il prenait pas à respecter chaque étape. Et il a pu le mesurer au travers de cette expérience. Voilà, c'est pour donner un exemple. Qui veut rajouter ? Et voilà, et l'idée c'est que par tout ça, on vient de réactiver l'élan vital chez la personne. Et c'est déjà pas mal. Enfin, on fait rien en fait. Hein, ouais. On dit ça, oui, c'est ça. Ça, l'élan vital, ça peut-être. ça se remettra en mouvement ou pas, peut-être un petit peu, puis pas. En fait, c'est vraiment cette intention d'accompagner la personne là où elle est. Ouais, parce que l'idée c'est vraiment ça, c'est que pour nous le processus créatif, il a des vertus thérapeutiques et si il est accompagné, eh ben, les vertus thérapeutiques de ce processus de création va permettre à tout un chacun qui vit son processus comme il doit le vivre et qui le laisse se dérouler comme il doit le vivre, de trouver ses propres solutions en fait. Et de pouvoir continuer dans la vie à sa façon et de la manière dont il aura choisi. Et nous, on est juste là pour les accompagner et leur donner la main sur ce chemin-là. Et puis, on le sait aussi, quand on crée, parfois on démarre des séries où on fait des recherches, etc. Puis non, ça donne rien, ou c'est pas vraiment ça. Puis, quelques temps plus tard, on y repense. Ah, mais si finalement, là, ça fait plus sens aujourd'hui. Ah, allez, je repars. Je retourne dans cette recherche, etc. Ben, c'est aussi se dire que le processus de création, quand il est accompagné en art-thérapie, c'est pas quelque chose qui... C'est pas parce que la personne va peindre que clac, il va avoir un effet direct. C'est qu'il y a des temporalités internes, intimes et très individuelles. Des personnes, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, feront peut-être des liens avec ce qu'elles auront vécu en atelier. Moi, je me souviens de groupes que j'avais accompagnés, donc c'était des groupes, j'allais dire, des personnes lambda, comme vous, moi et nous, sur des ateliers multimodales, avec la danse et les arts plastiques, et l'écriture. Et puis, c'était sympa, c'était très très chouette, une participante, à la fin du week-end. Merci, moi j'ai passé un très très bon moment. Je la recroise 6 mois plus tard, elle me dit... J'ai changé ma vie. J'ai tout changé. J'ai tout changé là, ces derniers mois. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est passé. Et en fait, j'ai repensé à l'atelier. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose là. Et sur le moment, elle avait vécu un moment très très sympa. Et elle, dans tout son cheminement et dans tout ce qu'elle avait changé dans sa vie, elle avait processé, quelque chose s'était mis en route, en mouvement. Et elle s'était repositionnée, elle avait retrouvé sa place de femme à différents niveaux. Dans son travail, dans son couple, dans sa famille, avec ses enfants. Elle avait fait une sorte de ménage, entre guillemets, et elle avait retrouvé toutes ses ressources. Donc,
c'était 6 mois plus tard, quoi. Voilà. Et donc, pour conclure, on va vous projeter tout à l'heure un petit film qui s'appelle Extra Karaoké, qui est un film qui a été réalisé par Pauline Léonet, qui est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Toulon, et qui a été fait à partir d'un projet artistique participatif qui a été mené par Pina Wood, que vous connaissez tous sûrement ici. Et en fait, on avait à cœur de terminer par ce type de projet parce que c'est moi qui suis à l'initiative de ce projet-là avec le public que vous découvrirez dans ce film avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans et où c'était vraiment une collaboration entre artistes et art-thérapeutes pour accompagner ces personnes où on était vraiment à la croisée des divers types d'ateliers du projet artistique participatif et du projet art thérapeutique. Et c'est aussi pour dire qu'en fait, voilà, il y a différents cadres d'intervention et différents types d'ateliers et que tous a sa valeur et son importance, et notamment dans les institutions, c'est vraiment hyper important qu'il y ait des artistes qui viennent intervenir, qu'il y ait des art thérapeutes qui viennent intervenir. C'est vraiment c'est la richesse en fait de toutes ces rencontres qui peuvent permettre à ces personnes d'aller mieux, j'avais envie de dire, mais en tout cas surtout de partager des expériences humaines fortes. Voilà. Et du coup, si pour nous, avant qu'on ne diffuse ce film, si vous avez des questions ou si vous voulez partager des expériences sur des ateliers que vous avez pu accompagner, c'est avec grand plaisir. Le micro est à votre disposition. Est-ce qu'on a été clair ou pas? Ouais? Bon, c'est déjà ça. Moi j'avais une question, une interrogation sur votre pratique artistique personnelle. Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme artiste ou plus comme thérapeute? Est-ce que l'art-thérapie c'est quelque chose d'indissociable et ce qui fait que vous regardez votre pratique artistique à travers la thérapie, comment ça se nourrit, comment vous nourrissez votre pratique artistique et comment vous le vivez, on va dire, au quotidien, quoi. Je commence. Pour moi, c'est vraiment indissociable en fait. Même si j'ai une pratique artistique assez confidentielle, j'ai eu une vie artistique plus, on va dire, que je montrais plus par le passé. Aujourd'hui, c'est vraiment, elle se vit plutôt dans l'intimité de l'atelier ou sur des périodes de résidence qu'on a pu faire ensemble d'ailleurs, ou en tout cas nourrir cette part-là est essentielle et vraiment importante pour mon équilibre personnel en tant que thérapeute justement, parce que c'est mon espace à moi et mon espace de liberté, mon espace de création qui est vraiment important, alors qui va être plus ou moins important selon les moments de ma vie, parce que bon, il y a des moments où je me consacre plus au travail de préparation pour aller travailler avec les patients, mais en tout cas c'est vraiment important et je sais que si je crée pas, ça manque vraiment à mon équilibre et je pense que c'est vraiment important quand on est art thérapeute de ne pas l'oublier, parce qu'on aurait tendance à vouloir accompagner les autres, mais si on s'oublie en fait, on peut vivre la création par procuration, et ça je pense que c'est pas juste en fait. Vraiment je pense que il faut préserver, et c'est vraiment hyper important de préserver cette part de notre propre création, et je pense que les art thérapeutes ici présents ne me contrediront pas. Pour ma part, oui, je rejoins globalement ce que dit Virginie. Moi, je sais que le fait d'avoir apprivoisé, on va dire, le processus de création plus d'un regard thérapeutique m'a appris à apprivoiser mon processus de création. Et dans les moments aussi où il y avait eu moins d'inspiration,
pouvait bloquer, etc., de me dire, en fait, ça fait partie du processus. Donc, de trouver aussi des appuis internes quand je suis en création, pour être simplement dans l'exploration et sans recherche particulière, et de créer un objet fini ou de créer une danse finie, etc. Simplement d'être dans la matière et dans l'exploration et de dire si à un moment donné ça s'arrête, ça fait partie du processus. Donc ça, ça a été riche pour moi. Et dans l'idée du prendre soin global, c'est peut-être quelque chose, je dirais, qui me définit, je sais pas, les art thérapeutes, un endroit, enfin en tout cas les personnes que je rencontre qui font le même métier, c'est qu'il y a vraiment cette attention aussi à soi et à sa création et à nourrir cet espace de création qui est une source importante, voilà, une source, un endroit où on peut se retrouver soi aussi, ou simplement être avec ce qui est en train de se créer et plus vraiment, et s'oublier aussi quelque part, voilà, sans être dans une recherche après de dire alors mais pourquoi j'ai créé ça, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est ma mère? Non, pas du tout. Donc en fait, c'est naviguer dans tous ces espaces avec la création, dans ces différents processus, et ça, c'est très bon à vivre. Ça a répondu à ta question. Ouais, mais ça reste un vaste sujet, hein, mais ça répond à ma question, merci. Après, ça questionne peut-être aussi les artistes qui sont là, parce que l'art et la thérapie, c'est quand même très lié. Et je pense que le processus créatif, pour chacun, c'est aussi une façon de... Enfin, je vous questionne tous, hein. Moi je suis pas spécialement artiste, mais c'est aussi une façon de chercher un équilibre, chercher à aller mieux. Il faut être un peu malade. Ils savent qu'on a trouvé le médicament en général, c'est ça. Alors après, c'est pas forcément évident, hein, parce que si tous les artistes avaient trouvé thérapie dans leur processus de création, ça se saurait, que les artistes seraient hyper équilibrés, c'est pas forcément le cas. Ils cherchent beaucoup. Mais ouais, c'est ça, ils cherchent beaucoup. C'est une grande cavalcade. Mais c'est pour ça que l'art-thérapie, dire on va accompagner un processus de création et ça va se faire tout seul, ça se questionne parce que je pense que l'accompagnement joue beaucoup au fait que ça devienne thérapeutique en fait. Mais après, je pense que vraiment il y a des gens qui sont soutenus naturellement par leur processus de création et qui vivent naturellement quelque chose de très thérapeutique au travers de leur processus. Non, je ne vise personne. Ce qu'on peut dire aussi, c'est dans le cadre d'un atelier d'art-thérapie, c'est que la personne en individuel, parce qu'on accompagne une personne en individuel ou en collectif, déjà une personne en individuel qui arrive dans un atelier, et qui va accepter le regard de l'autre, donc l'autre c'est l'art-thérapeute, pendant tout le temps d'une séance, c'est déjà énorme dans ce temps de création. Je ne sais pas si en tant qu'artiste, on imagine que quelqu'un soit là et soit juste témoin, c'est pas forcément simple. Donc déjà c'est quelque chose. Mais là, parce qu'effectivement, comme l'a dit Virginie, je veux dire, l'art seul ne guérit pas en fait. Un endroit, c'est la question de la relation à l'autre, et faire confiance à la personne qui est là pour accompagner et se soumettre à son regard, ou du moins à éprouver le regard et la présence de l'autre en même temps qu'il y ait le processus de création. Ça crée aussi un contacté avec sa vulnérabilité, qui génère déjà beaucoup d'humanité, et puis de pouvoir aussi peut-être déjà reconnaître cette vulnérabilité, peut-être aussi au fur et à mesure reconnaître la souffrance, et puis de recréer de la confiance peut-être à l'humain, à son humanité aussi, à sa poésie,
Et puis apprivoiser ça petit à petit, pour qu'en fait ce regard extérieur, petit à petit, il s'intègre au fur et à mesure, et que la personne retrouve aussi son autonomie d'être, et de créer sa propre vie. Parce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, surtout en individuel, l'accompagnement est terminé. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que oui, OK, on fait encore une séance ensemble. Bon, voilà, on peut se dire au revoir. Qu'est-ce que vous voulez faire de vos œuvres, etc. Donc c'est toutes ces parts de soi que la personne va peut-être emmener ou pas, ou peut-être jeter. Donc ça va être aussi un grand moment dans l'accompagnement individuel. Et puis à un moment donné, ces personnes partiront, quitteront l'espace de thérapie. Et des fois, moi je sais que j'ai eu des moments où je me disais « Oh, je ne vais plus la revoir, je vais voir cette personne ». Ça crée un vide aussi. Parce qu'en fait, si ça crée du vide à un endroit, c'est qu'il y a du plein. Et qu'il y a eu aussi beaucoup de beauté à un endroit. Vous parliez de différences culturelles, du rapport culturel à l'art. Est-ce qu'il y a des art-thérapeutes, est-ce que vous avez rencontré des art-thérapeutes qui travaillent dans des pays en dehors des pays occidentaux ? De l'art-thérapie, on a partout dans le monde. J'ai amené un bouquin, je vous le montrerai, mais on a vraiment partout dans le monde. Et il y a des endroits où c'est un métier d'ailleurs tout à fait reconnu. Il y a des endroits où c'est culturellement acquis depuis des années et des années. Et puis il y a des endroits où ça l'est moins. Mais en tout cas, dans tous les pays du monde, il y a des art-thérapeutes en fait. J'ai un livre que je pourrais vous montrer où cela est expliqué. Et après, oui, on en a. Enfin, moi, je ne connais pas beaucoup, j'en connais quelques-unes. Adam, ouais, qui est une art-thérapeute qui vient de sortir un livre et qui travaille au Sénégal. C'est au Sénégal, je crois. Non, oui. Non, au Sénégal. Et qui est aussi sur toutes les thérapies traditionnelles. Elle fait le lien entre art-thérapie et thérapie traditionnelle. Après, je ne sais pas qui y a d'autres qu'on connaît. C'est tout. Bon, les autres, on ne les connaît pas. Non, après, il y a, avec le sommet francophone de l'art-thérapie, là, on a pu découvrir toutes les pratiques qui sont au Canada. C'est super intéressant, tout ce qu'ils font au Canada. Et tout le travail qui est fait avec les communautés inuites notamment. Et c'est voilà. Et il y en a plein en fait. Bravo, bravo.